Charles-Philippe de France naît le 9 octobre 1757 à Versailles. Personne ne pense alors qu'il montera sur le trône. Il est le dernier fils de Louis-Ferdinand de France et de Marie-Joseph de Saxe, bien loin dans l'ordre de succession. Ses deux frères aînés, Louis XVI et Louis XVIII, devraient normalement lui barrer la route du pouvoir. Son destin devrait se limiter à celui d'un prince cadet, vivant dans le luxe sans jamais porter la couronne. L'enfance de Charles se déroule dans l'opulence de Versailles. Le jeune comte d'Artois, comme on l'appelle alors, mène une existence frivole et insouciante. Il aime les fêtes, les femmes, le jeu et les chevaux. La cour de Versailles le voit comme un jeune homme séduisant mais superficiel, bien différent de ses frères plus sérieux. Louis XVI, maladroit mais consciencieux, et le futur Louis XVIII, cultivé et intelligent, contrastent avec ce prince qui préfère les plaisirs à l'étude. En 1773, à 16 ans, Charles épouse Marie-Thérèse de Savoie. Le mariage est arrangé, comme tous les mariages royaux, mais le couple s'entend relativement bien. Ils auront 4 enfants, dont 2 survivront. Louis-Antoine, qui deviendra duc d'Angoulême, et Charles-Ferdinand, duc de Berry. Charles continue cependant ses aventures amoureuses, multipliant les maîtresses sans grande discrétion. La reine Marie-Antoinette elle-même le trouve trop léger, trop insouciant, trop dépensier. Le 14 juillet 1789 change la vie de tous les Français, y compris celle de Charles. La prise de la Bastille marque le début d'un bouleversement que personne n'avait prévu. Le comte d'Artois comprend immédiatement le danger. Contrairement à son frère, le roi, qui hésite et tergiverse, Charles prend une décision radicale. 2 jours après la prise de la Bastille, le 16 juillet, il quitte la France. Il abandonne tout, ses palais, ses biens, son pays. Il part en exil avec ses 2 fils et quelques fidèles. Cette fuite rapide lui sauve probablement la vie. Louis XVI, qui reste, finira sur l'échafaud en janvier 1793. Marie-Antoinette le suivra en octobre de la même année. Le jeune Louis XVII mourra en prison dans des conditions atroces en 1795. Charles, lui, survit en voyageant à travers l'Europe. Il séjourne en Italie, en Allemagne, en Russie, en Angleterre. Partout, il intrigue, conspire, cherche des alliés pour restaurer la monarchie française. Les années d'exil transforment profondément Charles. Le prince frivole devient un homme amer et obsédé par le passé. Il considère la Révolution comme une catastrophe absolue, une monstruosité qu'il faut effacer complètement. Ses convictions politiques se durcissent. Il rejette tout ce qui a suivi 1789, la République, l'Empire napoléonien, les idées libérales, la séparation de l'Église et de l'État. Pour lui, seul le retour à l'Ancien Régime peut sauver la France. Durant son exil, Charles observe avec satisfaction la chute de Napoléon, la campagne de Russie en 1812, puis les défaites de 1813 et 1814 annoncent la fin de l'Empire. En avril 1814, les Alliés entrent dans Paris. Louis XVIII, son frère aîné, peut enfin rentrer en France après 23 ans d'exil. Charles le suit quelques semaines plus tard. La monarchie est restaurée. Louis XVIII monte sur le trône en mai 1814, mais son règne est immédiatement compliqué. Le roi doit composer avec une France transformée par 25 ans de révolution et d'empire. Il accorde une charte constitutionnelle qui garantit certaines libertés et maintient une partie des acquis révolutionnaires. Charles déteste ces compromis. Il devient rapidement le chef du parti ultra-royaliste, ceux qui veulent revenir complètement à l'Ancien Régime. Les ultras refusent tous les compromis de Louis XVIII. Ils veulent restaurer les privilèges de la noblesse, renforcer le pouvoir de l'Église catholique, réduire drastiquement la liberté de la presse, limiter le droit de vote aux plus riches propriétaires terriens. Charles incarne cette ligne dure. Il critique ouvertement son frère qu'il juge trop faible, trop conciliant avec les libéraux. Le retour de Napoléon pendant les 100 jours en 1815 radicalise encore Charles. Quand l'empereur débarque au golfe Juan le 1er mars 1815, la monarchie s'effondre en quelques jours. Louis XVIII s'enfuit précipitamment. Charles part avec lui. Waterloo, le 18 juin 1815, met fin définitivement au rêve napoléonien. Les Bourbons reviennent une seconde fois, mais cette expérience traumatisante renforce la méfiance des ultras envers toute forme de libéralisme. La période qui suit Waterloo
appelée la Terreur blanche, voit les ultras se venger. Des massacres de républicains et d'anciens bonapartistes ont lieu dans le Midi. Des exécutions sommaires, des règlements de comptes sanglants marquent l'été et l'automne 1815. Charles approuve ces violences. Il considère qu'il faut punir sévèrement tous ceux qui ont soutenu Napoléon. Louis XVIII tente de modérer ses excès, mais Charles et les ultras ne l'écoutent pas. Le roi nomme pourtant des ministres relativement modérés comme Descazes. Cette politique exaspère Charles, qui multiplie les intrigues contre le gouvernement de son frère. Les tensions entre les deux frères deviennent publiques. Charles mène un véritable parti d'opposition depuis l'intérieur même de la famille royale. Le 13 février 1820, un événement dramatique bouleverse l'équilibre politique. Charles Ferdinand, duc de Berry, fils cadet de Charles, sort de l'opéra avec sa femme. Un homme s'approche et le poignarde violemment. Le duc meurt quelques heures plus tard. L'assassin est un ouvrier bonapartiste nommé Louvel, qui voulait éteindre la lignée des Bourbons en tuant le dernier membre de la famille capable d'avoir des héritiers. L'assassinat provoque un choc immense. Charles est anéanti par la mort de son fils. La duchesse de Berry est enceinte, ce qui laisse un espoir de descendance. Elle accouche 7 mois plus tard d'un garçon, Henri, qui devient duc de Bordeaux. Ce miracle renforce la ferveur royaliste, mais ne console pas Charles de la perte de son fils. Les ultras exploitent politiquement l'assassinat. Ils accusent les libéraux d'avoir créé un climat favorable au meurtre. Descazes, le ministre modéré, est forcé de démissionner. Louis XVIII doit nommer des ministres plus conservateurs. Les lois deviennent plus répressives. La censure se renforce. Le droit de vote est encore restreint. Charles sort grandi de cette crise. Il apparaît comme le représentant d'une monarchie intransigeante face à la violence révolutionnaire. Son influence sur Louis VIII augmente considérablement. Le roi, vieillissant et malade, cède de plus en plus aux exigences de son frère. La politique française bascule franchement à droite. Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824 après 10 ans de règne. Il a 69 ans et souffre de multiples maladies. Charles, âgé de 66 ans, lui succède immédiatement. Il devient Charles X. Pour la première fois depuis 40 ans, il n'est plus un prince contestataire, mais le souverain absolu de la France. Charles décide de se faire sacrer à Reims selon l'antique cérémonie des rois de France. Ce sacre a lieu le 29 mai 1825 et dure plus de 6 heures. Le roi porte les vêtements médiévaux des anciens monarques. Il se prosterne devant l'archevêque. Il reçoit l'onction d'huile sainte. Il touche des écrouelles, ces malades atteints de tuberculose que les rois étaient censés guérir par miracle. Toute la cérémonie rappelle l'Ancien Régime comme si la Révolution n'avait jamais existé. Ce sacre choque profondément l'opinion publique. La France de 1825 n'est plus celle de Louis XIV. Les idées des Lumières ont transformé les mentalités. Le Code civil napoléonien a créé une société nouvelle. Les bourgeois enrichis pendant l'Empire ne veulent pas revenir à l'ancien monde où seule la noblesse comptait. Les paysans qui ont acheté des biens nationaux craignent qu'on les leur reprenne. Les libéraux voient naître dans ce sacre moyenâgeux un signe inquiétant. Charles nomme comme principal ministre le comte de Villèle, un ultra-royaliste convaincu. Ensemble, ils lancent une série de lois destinées à restaurer l'ordre ancien. La loi du milliard aux émigrés de 1825 indemnise les nobles qui ont perdu leurs biens pendant la Révolution. Cette mesure coûte très cher au budget de l'État et scandalise ceux qui ont acheté ces biens. La loi du sacrilège, votée la même année, punit de mort la profanation d'hosties consacrées. Ce retour de la religion dans le droit pénal inquiète beaucoup de Français. Le gouvernement renforce aussi la censure. Les journaux doivent obtenir une autorisation préalable pour publier. Les théâtres sont étroitement surveillés. Les écrivains libéraux comme Chateaubriand, pourtant royalistes, sont écartés pour leur critique du régime. L'université est mise sous tutelle religieuse. Les jésuites, ordre religieux interdit depuis le XVIIIe siècle, reviennent en France et contrôlent de nombreux établissements d'enseignement. La politique de Charles X mécontente de plus en plus de monde. Les libéraux s'organisent. Ils utilisent la presse pour critiquer le gouvernement malgré la censure. Des journaux comme Le National, fondé en 1830 par Adolphe Thiers, Armand Carrel et François Mignet, deviennent des tribunes d'opposition.
Ils dénoncent le retour à l'ancien régime, défendent les libertés publiques, réclament l'élargissement du droit de vote. Les républicains, bien que minoritaires, se réorganisent aussi. Ils créent des sociétés secrètes. Ils publient des pamphlets clandestins. Certains envisagent même l'action violente pour renverser la monarchie. La police arrête régulièrement des conspirateurs, mais les idées républicaines continuent de se diffuser, notamment chez les étudiants, les artisans et les ouvriers parisiens. La bourgeoisie elle-même commence à se détourner du régime. Les banquiers, les industriels, les commerçants enrichis voient d'un mauvais œil cette aristocratie qui veut retrouver ses anciens privilèges. Ils constatent que le gouvernement favorise systématiquement les grands propriétaires terriens au détriment du commerce et de l'industrie. Le droit de vote basé sur la propriété foncière exclut beaucoup de bourgeois fortunés dont la richesse vient des affaires. Les élections législatives de novembre 1827 marquent un tournant. Malgré un système électoral très restreint qui ne permet qu'à 100 000 Français de voter sur 30 millions d'habitants, l'opposition libérale remporte la majorité. Ce résultat stupéfie Charles X. Comment des électeurs triés sur le volet, propriétaires fortunés et donc censés être conservateurs, peuvent-ils voter contre lui? Le roi refuse de tirer les conséquences de cette défaite électorale. Au lieu de nommer un gouvernement libéral, il maintient Villèle quelques mois, puis le remplace par un autre ultra, Martignac. Mais Martignac tente quelques ouvertures vers les libéraux, ce qui déplaît au roi. En août 1829, Charles X décide un changement radical. Il nomme comme chef du gouvernement Jules de Polignac, un ultra parmi les ultras. Le prince de Polignac incarne tout ce que les libéraux détestent. Émigré pendant la Révolution, il a refusé de prêter serment à la charte de 1814. Il a même été emprisonné quelques années pour complot contre le régime. Ultra-royaliste fanatique, catholique intransigeant, il croit que la Vierge Marie lui apparaît et le guide dans ses décisions politiques. Les libéraux le considèrent comme un illuminé dangereux. La nomination de Polignac provoque immédiatement une crise politique majeure. La Chambre des députés proteste. En mars 1830, 221 députés sur 430 votent une adresse au roi pour lui demander de renvoyer Polignac et de nommer un gouvernement ayant la confiance de la majorité parlementaire. Cette adresse des 221 marque un moment crucial. Les députés affirment que le roi doit respecter l'opinion de leurs représentants. Charles X refuse catégoriquement. Il considère que cette adresse est une atteinte à son autorité. Le roi estime qu'il tient son pouvoir de Dieu et non du peuple. Il n'a pas à obéir à des députés même élus. Le 16 mai 1830, il dissout la Chambre et convoque de nouvelles élections pour juillet. Charles X et Polignac pensent qu'une campagne électorale bien menée leur permettra d'obtenir une majorité favorable. Ils se trompent complètement. Les préfets ont beau faire pression sur les électeurs, la propagande gouvernementale a beau se déchaîner, rien n'y fait. Les élections des 23 juin et 19 juillet 1830 donnent une victoire encore plus nette aux libéraux. Au lieu de 221 opposants, le roi en a maintenant 274. Cette défaite électorale met Charles X face à un choix. Soit il accepte la volonté des électeurs et nomme un gouvernement libéral, soit il force le passage en violant la charte constitutionnelle. Le roi n'hésite pas une seconde. Il va employer la force pour briser l'opposition parlementaire. Charles X et Polignac préparent leur coup en secret. Ils s'appuient sur l'article 14 de la charte qui permet au roi de prendre des ordonnances pour assurer l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Mais ils détournent complètement cet article pour en faire un outil de coup d'État constitutionnel. Le 25 juillet 1830, Charles X signe à Saint-Cloud 4 ordonnances préparées par Polignac. La première suspend la liberté de la presse et rétablit l'autorisation préalable pour tous les journaux. La deuxième dissout la Chambre qui vient d'être élue. La troisième modifie la loi électorale pour réduire encore le nombre d'électeurs et avantager les propriétaires terriens. La quatrième convoque de nouvelles élections pour septembre. Ces ordonnances violent ouvertement la charte constitutionnelle. Elles suppriment les libertés garanties. Elles annulent le résultat d'élections qui viennent d'avoir lieu. Elles transforment le régime constitutionnel en monarchie absolue. Charles X croit pouvoir imposer sa volonté par la force. Il se trompe tragiquement. Les ordonnances y sont publiées le 26 juillet dans Le Moniteur universel, le journal officiel.
Paris découvre le coup de force. La réaction est immédiate. Les journalistes se réunissent d'urgence. Adolphe Thiers rédige une protestation que 44 journalistes signent. Ils annoncent qu'alors qu'ils continueront de publier malgré l'interdiction. Le National et le Temps paraissent le 27 juillet en défiant ouvertement les ordonnances. La police tente de saisir les journaux et d'arrêter les imprimeurs. Cette répression met le feu aux poudres. Les étudiants et les ouvriers descendent dans les rues. Des attroupements se forment. Des cris hostiles au roi se font entendre. Le soir du 26 juillet, la tension monte dans tout Paris. Le 27 juillet au matin, Paris bascule dans l'insurrection. Les imprimeries menacées par la police deviennent des points de ralliement. Des groupes de manifestants se forment spontanément dans tout le centre de la capitale. Ils ne sont pas organisés, pas dirigés, mais leur colère est immense. Vers midi, les premières barricades apparaissent. Les Parisiens arrachent les pavés des rues. Ils renversent des voitures. Ils empilent des tonneaux, des poutres, des meubles. En quelques heures, des centaines de barricades coupent les rues de Paris. La technique de la barricade, héritée des révolutions précédentes, se révèle redoutablement efficace. Le maréchal Marmont, duc de Raguse, commande les troupes royales à Paris. Il dispose d'environ 11 000 soldats. Il envoie des détachements pour disperser les manifestants et détruire les barricades. Mais ces hommes se heurtent à une résistance farouche. Les insurgés lancent des pavés et des tuiles depuis les toits. Ils tirent depuis les fenêtres. Ils attaquent les soldats isolés. Les premiers affrontements font des morts des deux côtés. Le sang coule dans les rues de Paris. Loin de décourager les insurgés, la répression les renforce. De plus en plus de Parisiens rejoignent le mouvement. Des armuriers sont pillés. Les insurgés s'arment de fusils, de pistolets, de sabres. L'insurrection spontanée devient une véritable guerre urbaine. Le soir du 27 juillet, Charles X réalise enfin la gravité de la situation. Depuis Saint-Cloud, où il se trouve, il reçoit des rapports alarmants. Mais le roi refuse toujours de reculer. Il ordonne à Marmont de réprimer l'émeute par tous les moyens. Il envoie des renforts. Il croit encore que la force militaire suffira à rétablir l'ordre. Le 28 juillet, l'insurrection devient révolution. Pendant la nuit, les insurgés ont construit des centaines de nouvelles barricades. Paris ressemble à un labyrinthe fortifié. Les grandes artères sont coupées. Les ponts sont barricadés. Les quartiers centraux sont sous contrôle des révolutionnaires. Marmont lance une offensive générale pour reconquérir Paris. Ses troupes avancent en plusieurs colonnes. Elles utilisent l'artillerie pour détruire les barricades. Les combats sont violents et sanglants. Les soldats progressent lentement, barricade après barricade. Mais la situation est désespérée. Les habitants de Paris soutiennent massivement l'insurrection. Les femmes soignent les blessés. Les enfants servent de messagers entre les barricades. Les bourgeois nourrissent les combattants. Toute la population se mobilise contre le roi. Cette solidarité populaire compense largement l'infériorité militaire des insurgés. Vers midi, un événement décisif se produit. Des soldats de la ligne commencent à fraterniser avec les insurgés. Des officiers refusent de tirer sur la foule. Des régiments entiers passent du côté des révolutionnaires. L'armée, pilier du régime, se fissure. Marmont constate avec effroi que ses troupes ne sont plus fiables. Les insurgés prennent l'offensive. Ils attaquent les positions royalistes. Ils s'emparent de l'hôtel de ville, symbole du pouvoir municipal. Le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc des Bourbons. Cette prise de l'hôtel de ville marque un tournant psychologique. Paris n'est plus aux mains du roi. Dans l'après-midi, les révolutionnaires s'emparent du palais du Louvre. Les soldats qui le défendent se rendent sans combattre. Les Tuileries, résidence royale à Paris, sont menacées. Les gardes suisses et les gardes royaux qui les défendent se retrouvent isolés. Marmont ordonne l'évacuation. Les dernières troupes fidèles au roi quittent Paris dans la soirée. À Saint-Cloud, Charles X reçoit ces nouvelles catastrophiques. Il a perdu Paris en 2 jours. Son ministre Polignac lui conseille encore de résister. Le roi hésite. Il commence à réaliser l'ampleur du désastre, mais son orgueil l'empêche d'admettre sa défaite. Le 29 juillet, les insurgés contrôlent totalement Paris. Plus aucun soldat royal ne reste dans la capitale. Les barricades sont encore en place, mais les combats ont cessé. La révolution est victorieuse. Le peuple parisien célèbre sa victoire dans les rues. Le drapeau tricolore flotte partout. Le bilan humain est lourd.
environ 200 soldats royaux sont morts. Du côté des insurgés, on compte près de 800 morts et plusieurs milliers de blessés. Ces trois glorieuses, comme on commence déjà à les appeler, ont fait couler beaucoup de sang. Mais le peuple de Paris a vaincu l'armée du roi. Charles X, coincé à Saint-Cloud, tente de sauver ce qui peut l'être. Il révoque enfin les ordonnances qui ont déclenché la Révolution. Il renvoie Polignac et nomme un nouveau gouvernement plus modéré. Il nomme le duc d'Orléans, Louis-Philippe, lieutenant général du royaume, pour l'aider à rétablir l'ordre. Mais ces concessions arrivent trop tard. Personne ne lui fait plus confiance. À Paris, les libéraux et les républicains s'organisent pour prendre le pouvoir. Ils forment une commission municipale à l'hôtel de ville. Lafayette, le vieux héros de la Révolution américaine et de 1789, prend le commandement de la garde nationale. Les députés libéraux se réunissent pour décider de l'avenir du pays. Deux camps s'affrontent parmi les vainqueurs. Les républicains veulent proclamer la République. Ils ont combattu dans les rues et estiment avoir gagné ce droit. Mais les libéraux modérés, menés par Thiers et le banquier Laffitte, préfèrent une solution monarchique. Ils craignent qu'une république ne provoque une guerre civile et l'intervention des puissances européennes comme en 1792. Les libéraux proposent de remplacer Charles X par son cousin Louis-Philippe, duc d'Orléans. Ce prince a une réputation de libéral. Son père, Philippe Égalité, a voté la mort de Louis XVI pendant la Révolution. Lui-même a combattu à Valmy et Jemappes aux côtés des armées révolutionnaires avant de s'exiler. Il semble être un compromis acceptable entre monarchie et révolution. Le 30 juillet, les députés libéraux proclament Louis-Philippe lieutenant général du royaume. Le lendemain, 31 juillet, Lafayette et Louis-Philippe apparaissent ensemble au balcon de l'hôtel de ville, enveloppés dans un drapeau tricolore. Ce geste symbolique scelle l'alliance entre les républicains modérés et les monarchistes libéraux. Les républicains radicaux sont écartés du pouvoir malgré leur rôle dans les combats. Charles X, réfugié à Saint-Cloud, comprend que tout est fini. Paris l'a rejeté. L'armée ne lui obéit plus, les députés ont choisi un autre roi. Il n'a plus aucun moyen de résister. Le 1er août, il décide de quitter Saint-Cloud pour le château de Rambouillet, plus éloigné de Paris. Il espère peut-être encore que la situation va se retourner. Le 2 août 1830, Charles X abdique. Il rédige un document par lequel il renonce à la couronne en faveur de son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, le fils posthume du duc de Berry assassiné en 1820. Le dauphin, Louis-Antoine, fils aîné de Charles X, renonce également à ses droits pour que son neveu devienne roi sous le nom d'Henri V. Charles X espère que cette abdication en faveur d'un enfant de 10 ans permettra de sauver la dynastie. Cette manœuvre échoue complètement. Louis-Philippe refuse de reconnaître Henri V comme roi. Les députés libéraux ignorent l'abdication de Charles X. Pour eux, le trône est vacant et ils peuvent choisir librement un nouveau monarque. Le 7 août, Louis-Philippe accepte la couronne et devient roi des Français, non plus roi de France. Ce changement de titre est symbolique. Le roi ne règne plus par droit divin, mais par la volonté de la nation. Charles X reste quelques jours à Rambouillet avec sa famille. Une foule hostile venue de Paris marche vers le château. Lafayette, qui commande la garde nationale, négocie le départ de l'ancien roi. Charles X accepte de quitter le pays pour éviter un bain de sang. Le 16 août 1830, il part pour Cherbourg où un navire l'attend. Le voyage vers l'exil est humiliant. Les populations le long de la route manifestent leur hostilité. On crie « Abat Charles X !» On l'insulte. L'ancien roi qui se faisait sacrer à Reims 5 ans plus tôt dans la pompe médiévale traverse maintenant la France en proscrit. Il embarque le 16 août sur un navire anglais qui l'emmène vers l'exil. Charles X débarque en Angleterre. Le gouvernement britannique l'accueille poliment mais froidement. Il s'installe d'abord au palais de Holyrood à Édimbourg en Écosse. L'ancien roi de France vit là avec les restes de sa cour. Quelques fidèles nobles l'ont suivi dans l'exil. Ils continuent de le traiter comme un souverain, maintiennent l'étiquette, célèbrent les anniversaires royaux. Mais cette cour en exil n'est qu'une ombre pathétique. Charles X refuse d'accepter sa déchéance. Il considère que son abdication en faveur d'Henri V était valide et que son petit-fils est le roi légitime de France. Il correspond avec les légitimistes français qui continuent de le soutenir. Il espère secrètement que Louis-Philippe sera renversé
et que la branche aînée des Bourbons sera restaurée. Cet espoir ne se réalisera jamais. En 1832, la duchesse de Berry, mère d'Henri V, tente un coup de force pour restaurer son fils. Elle débarque en Vendée et essaie de soulever l'ouest de la France. L'expédition est un désastre complet. La duchesse est arrêtée. On découvre qu'elle s'est remariée secrètement et attend un enfant. Ce scandale ridiculise la cause légitimiste. En 1836, Charles X est malade. Il a 79 ans et son état se dégrade rapidement. Il décide de quitter l'Écosse pour l'Autriche, où l'empereur François Ier lui offre l'hospitalité. Le voyage est difficile pour le vieil homme. Il arrive au château de Grafenberg en octobre 1836. Quelques jours plus tard, le 6 novembre 1836, Charles X meurt du choléra. Sa mort passe presque inaperçue en France. Louis-Philippe règne depuis 6 ans. La monarchie de Juillet s'est consolidée. Personne ne pleure l'ancien roi. Les légitimistes organisent des messes, mais le pays a oublié Charles X. Son corps est transporté en 1844 en Autriche, puis finalement en Slovénie, où il repose dans la crypte du monastère franciscain de Kostanjevica, loin de la terre de France qu'il a perdue. Comment un roi a-t-il pu perdre son trône en 3 jours seulement? Charles X a accumulé les erreurs politiques avec une constance remarquable. Sa première faute fut de ne jamais comprendre que la France de 1824 n'était plus celle de 1789. 25 ans de révolution et d'empire avaient transformé la société en profondeur. Les paysans avaient acheté des terres. Les bourgeois avaient fait fortune. Les idées libérales avaient pénétré toutes les couches de la société. Vouloir restaurer l'ancien régime dans ces conditions était une illusion. La deuxième erreur fut de sous-estimer la force de l'opinion publique. Charles X pensait qu'on pouvait gouverner contre la volonté exprimée par les électeurs. Il croyait que la force militaire suffirait à imposer sa politique. Il découvrit trop tard qu'un gouvernement ne peut tenir sans un minimum de consentement populaire. Quand Paris se souleva, l'armée elle-même refusa de massacrer les insurgés. Sa troisième faute fut de s'entourer d'hommes incompétents et fanatiques comme Polignac. Un ministre qui croit recevoir des visions de la Vierge Marie ne peut pas diriger un pays moderne. Les ultras qui conseillaient Charles X vivaient dans un monde imaginaire. Ils refusaient de voir la réalité. Ils prenaient leurs désirs pour des faits. Cette cécité collective mena le régime à sa perte. La quatrième erreur fut le timing catastrophique des ordonnances de Juillet. Pourquoi provoquer une crise en plein été quand Paris grouille d'ouvriers au chômage et d'étudiants désœuvrés? Pourquoi attendre les résultats d'élections qui lui étaient défavorables pour agir? Un coup d'État réussi nécessite une préparation soigneuse et un rapport de force favorable. Charles X n'avait ni l'un ni l'autre. Le roi commit aussi l'erreur de rester à Saint-Cloud au lieu de Paris pendant la crise. Cette distance géographique devint une distance politique. Il reçut des informations tardives et déformées. Il ne mesura pas immédiatement la gravité de la situation. Quand il comprit enfin que tout s'effondrait, il était trop tard pour réagir efficacement. Charles X représentait un monde révolu. Il incarnait une vision de la monarchie basée sur le droit divin, les privilèges aristocratiques et la toute-puissance de l'Église. Cette conception du pouvoir était morte en 1789. La tentative de la ressusciter ne pouvait que conduire au désastre. Les Trois Glorieuses furent l'acte de décès définitif de l'absolutisme en France. La Révolution de juillet 1830 eut des répercussions bien au-delà des frontières françaises. Elle déclencha une vague révolutionnaire en Europe. En Belgique, les catholiques et les libéraux se soulevèrent en août 1830 contre le roi des Pays-Bas. L'insurrection bruxelloise s'inspira directement du modèle parisien avec ses barricades et son drapeau tricolore. En octobre 1830, la Belgique proclama son indépendance. En Pologne, la noblesse et les étudiants se révoltèrent en novembre 1830 contre la domination russe. Les insurgés polonais espéraient le soutien de la France révolutionnaire. Ils furent cruellement déçus. Louis-Philippe refusa d'intervenir pour ne pas provoquer une guerre européenne. L'armée russe écrasa la révolte en septembre 1831. Des milliers de Polonais s'exilèrent en France où ils furent accueillis chaleureusement mais sans aide militaire. En Italie, les Carbonari tentèrent des insurrections dans les États pontificaux et en Modène début 1831.
Ces mouvements furent rapidement réprimés par les troupes autrichiennes. Mais la flamme révolutionnaire continuait de brûler. Les idées nationales et libérales progressaient malgré la répression. La Révolution de Juillet avait montré qu'on pouvait renverser un régime en quelques jours. En Allemagne, les princes durent accorder des constitutions à leur sujet sous la pression populaire. En Suisse, plusieurs cantons adoptèrent des constitutions plus libérales. Partout en Europe, les mouvements libéraux et nationaux se renforcèrent. Les années 1830 marquèrent un tournant dans l'histoire européenne. L'absolutisme reculait face aux aspirations démocratiques. En France même, la monarchie de Juillet instaurée par Louis-Philippe était un régime nouveau. Le roi ne régnait plus par droit divin, mais par la volonté de la nation. La charte constitutionnelle fut révisée. Le catholicisme cessa d'être religion d'État. La censure fut abolie. Le drapeau tricolore remplaça définitivement le drapeau blanc des Bourbons. Le cens électoral fut abaissé, permettant à environ 200 000 Français de voter au lieu de 100 000. Mais la monarchie de Juillet déçut rapidement les classes populaires qui avaient combattu en juillet 1830. Louis-Philippe gouverna au profit de la bourgeoisie. Les ouvriers et les artisans qui avaient érigé les barricades ne gagnèrent rien. Le régime réprima durement les mouvements républicains et socialistes. Les inégalités sociales persistèrent. Cette frustration explique en partie la révolution de 1848 qui renversa Louis-Philippe, comme Charles X avait été renversé. Charles X laissa une image désastreuse dans l'histoire. Les historiens du XIXe siècle le décrivirent comme un réactionnaire obtus, un roi incapable de comprendre son époque. Cette vision est globalement juste. Charles X fut effectivement un monarque anachronique qui tenta l'impossible, faire revivre un monde mort. Pourtant, l'homme n'était pas totalement dépourvu de qualité. Il montra du courage personnel pendant l'émigration. Il resta fidèle à ses convictions, même quand elles le desservaient. Il aima sincèrement son pays, même s'il le dirigea catastrophiquement. Son attachement à la religion était sincère, pas seulement politique. Ses défauts étaient ceux de toute une génération de nobles qui n'avaient rien appris ni rien oublié. Charles X commit l'erreur de confondre ses intérêts dynastiques avec ceux de la France. Il croyait sincèrement que restaurer l'ancien régime était bon pour le pays. Il pensait que les libertés étaient dangereuses et que seule une monarchie forte pouvait assurer l'ordre. Cette vision politique était complètement dépassée, mais elle correspondait à sa vision du monde forgée dans les fastes de Versailles avant 1789. Son règne de 6 ans fut un échec complet. Il ne réussit rien de durable. Toutes ses lois furent abrogées après 1830. Ses ministres furent arrêtés et jugés. Polignac fut condamné à la prison perpétuelle. Ses partisans durent s'exiler ou se soumettre. Le parti ultra-royaliste s'effondra. Les légitimistes qui continuèrent de soutenir Henri V devinrent une petite minorité marginale. La chute de Charles X marqua la fin définitive de l'absolutisme monarchique en France. Après lui, plus aucun roi français n'oserait prétendre régner par droit divin. Louis-Philippe régna comme roi bourgeois. Napoléon III se fit élire président avant de devenir empereur. La monarchie traditionnelle appartenait désormais au passé. Charles X fut son dernier représentant. Les Trois Glorieuses fascinèrent les contemporains. De nombreux témoins racontèrent ces journées révolutionnaires. Victor Hugo, alors âgé de 28 ans, vécut les événements à Paris. Il décrivit plus tard l'atmosphère de ces jours dans ses Choses vues. Paris était couvert de barricades comme un damier. On se battait rue par rue, maison par maison. Le pavé était rouge de sang. Alexandre Dumas participa activement au combat. Ce jeune écrivain encore inconnu se battit aux côtés des insurgés. Il raconta dans ses mémoires comment il captura un dépôt de poudre à Soissons pour le ramener aux révolutionnaires parisiens. Son engagement lui valut la reconnaissance des nouvelles autorités. Chateaubriand, le grand écrivain royaliste, assista impuissant à la chute de la monarchie qu'il avait servie. Il écrivit dans ses mémoires d'outre-tombe « Charles X tomba par sa faute. Il voulut gouverner comme Louis XIV, mais il n'en avait ni le génie ni les moyens. Il paya cher son aveuglement. » Heinrich Heine, le poète allemand exilé à Paris, célébra la Révolution de Juillet. Il y vit le triomphe de la liberté sur l'obscurantisme. Ses lettres de Paris décrivent l'enthousiasme populaire après la victoire.
Le peuple dansait dans les rues, on s'embrassait, on chantait la Marseillaise. Paris était ivre de liberté. Honoré de Balzac utilisa les événements de juillet dans plusieurs de ses romans. La duchesse de Langeais et le cabinet des Antiques évoquent l'aristocratie légitimiste refusant d'accepter la réalité nouvelle. Balzac montra comment l'entêtement des ultras provoqua leur propre perte. Stendhal, qui travaillait alors comme consul à Trieste, apprit la nouvelle avec joie. Ce républicain convaincu détestait Charles X. Dans Lucien Leuwen, il décrivit la monarchie de Juillet avec ironie, mais reconnut que c'était un progrès sur le régime précédent. Les artistes immortalisèrent les Trois Glorieuses. Eugène Delacroix peignit en 1830 la liberté guidant le peuple, tableau devenu l'emblème de la Révolution. On y voit une allégorie de la liberté, seins nus, brandissant le drapeau tricolore au milieu des barricades. Cette œuvre magnifique captura l'esprit de Juillet 1830. L'histoire de Charles X offre plusieurs leçons politiques toujours valables. La première est qu'un dirigeant ne peut gouverner durablement contre l'opinion publique. Même avec l'armée et la police, même avec tous les pouvoirs légaux, un gouvernement qui perd la confiance du peuple finit par tomber. La légitimité ne vient pas seulement du droit, mais aussi du consentement. La deuxième leçon est que les réformes imposées trop brutalement provoquent des résistances violentes. Si Charles X avait progressivement modernisé la monarchie, au lieu de vouloir revenir en arrière, il aurait peut-être conservé son trône. Le changement politique doit tenir compte des mentalités et des habitudes. Brusquer l'histoire mène au désastre. La troisième leçon est que les mauvais conseillers sont dangereux. Polignac et les ultras poussèrent Charles X vers l'abîme. Un dirigeant entouré de flatteurs et d'idéologues perd contact avec la réalité. Il prend de mauvaises décisions basées sur des informations faussées. Le pouvoir absolu corrompt non seulement celui qui l'exerce, mais aussi ceux qui l'entourent. La quatrième leçon est qu'on ne peut restaurer le passé. L'histoire avance, les sociétés évoluent. Vouloir revenir en arrière est illusoire. Charles X voulait retrouver le monde de Louis XIV. Ce monde avait disparu. Aucune force au monde ne pouvait le faire revivre. Les nostalgiques de l'âge d'or sont toujours déçus. La cinquième leçon est que la violence politique est imprévisible. Charles X pensait que quelques charges de cavalerie disperseraient les émeutiers. Il découvrit que Paris insurgé était invincible. Une fois que la population prend les armes, la situation échappe à tout contrôle. Les révolutions ont leur propre dynamique que personne ne peut maîtriser complètement. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui. Les dirigeants modernes qui ignorent l'opinion publique, qui s'entourent de conseillers médiocres, qui tentent d'imposer des réformes brutales, qui cultivent la nostalgie d'un passé mythifié, risquent eux aussi de perdre le pouvoir rapidement. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle présente des similarités troublantes. Après la chute de Charles X, la branche aînée des Bourbons ne régna plus jamais sur la France. Louis-Antoine, qui avait brièvement été roi sous le nom de Louis XIX pendant les 20 minutes entre l'abdication de son père et la sienne propre, mourut en exil en 1844. Henri, duc de Bordeaux, que les légitimistes appelaient Henri V, vécut jusqu'en 1883 sans jamais régner. En 1871, après la chute de Napoléon III, les monarchistes obtinrent la majorité à l'Assemblée nationale. Ils tentèrent de restaurer Henri V. Le prétendant, alors âgé de 51 ans, posa une condition absolue. Il refusait le drapeau tricolore. Il voulait le drapeau blanc des Bourbons. Cette intransigeance fit échouer la Restauration. Les députés comprirent qu'Henri V était aussi obtus que son grand-père Charles X. La République fut finalement proclamée en 1875. Henri V mourut sans enfant en 1883. Les légitimistes se divisèrent sur la succession. Certains reconnurent les descendants de Louis-Philippe comme héritiers légitimes. D'autres se tournèrent vers les Bourbons d'Espagne. Ces querelles dynastiques n'intéressaient plus personne en France. Le pays s'était devenu républicain. La monarchie française disparut définitivement avec Charles X. Louis-Philippe ne fut qu'un intermède bourgeois entre deux révolutions. La vraie rupture eut lieu en juillet 1830. Quand le peuple parisien érigea ses barricades, quand les soldats refusèrent de tirer, quand le roi dut fuir en exil, c'est tout un monde qui s'effondra. Charles X fut le dernier monarque français
à croire sincèrement au droit divin. Après lui, tous les dirigeants, qu'ils soient rois, empereurs ou présidents, durent composer avec la volonté populaire. La souveraineté nationale remplaça définitivement la souveraineté monarchique. Les Trois Glorieuses marquèrent ce basculement. Aujourd'hui, le souvenir de Charles X s'est effacé. La plupart des Français connaissent Louis XIV, Louis XVI, Napoléon. Mais Charles X est oublié. Son règne bref et catastrophique n'a laissé aucune trace durable. Sa tombe dans un monastère slovène est rarement visitée. Les légitimistes ont disparu. Plus personne ne défend sa mémoire. Pourtant, son histoire reste fascinante. Elle montre comment l'entêtement, l'aveuglement et l'orgueil peuvent détruire même les plus puissants. Charles X possédait tout. Un trône, une armée, des richesses, des partisans fidèles. En quelques jours, il perdit tout. Sa chute rappelle que le pouvoir est fragile et que l'histoire n'attend pas ceux qui refusent de la comprendre. Les Trois Glorieuses prouvèrent que le peuple pouvait renverser un roi. Cette démonstration marqua le XIXe siècle. Toutes les révolutions qui suivirent s'inspirèrent de juillet 1830. Les barricades parisiennes devinrent un symbole universel de la résistance populaire. De 1848 à la Commune de 1871, de la Révolution russe au printemps arabe, l'image du peuple insurgé contre le tyran trouve son origine dans ces 3 jours de juillet où Paris fit tomber Charles X. L'histoire de ce roi qui perdit son trône en 3 jours reste donc une leçon politique majeure. Elle démontre que la légitimité historique ne suffit pas, que la force militaire ne peut tout, que l'opinion publique est une force formidable, que les réformes rétrogrades sont impossibles, que les mauvais conseillers mènent au désastre. Charles X apprit ses leçons trop tard, sur le chemin de l'exil, tandis que Paris célébrait sa chute et que l'Europe entière tremblait devant cette nouvelle preuve que les peuples pouvaient changer leur destin.